Messieurs, dames, comme nous avons le quorum, nous pouvons commencer. La séance est ouverte. Je salue les membres du gouvernement. Je salue également l'ensemble des membres du Congrès et l'administration. L'administration du Congrès, du gouvernement, le public et la presse, venus nombreux. Qu'est-ce que c'est dit? Je suis en train de parler. Vous avez reçu la convocation datée du 10 avril 2013, conformément à la demande du gouvernement datée de 26 mars 2013. Et comme vous le savez, l'ordre du jour que nous devons traiter comporte les points suivants. Un projet de loi du pays relatif au code des pensions de retraite des fonctionnaires. Un projet de délibération habilitant le président du gouvernement à signer le contrat de développement État-collectivité 2011-2015. Et l'annulation de membres des commissions qui ont été créées lors de notre dernière réunion. Mais avant de prendre l'ordre du jour, je vais donner la parole à Madame le secrétaire général adjointe du Congrès pour la lecture de l'arrêté d'ouverture de la session extraordinaire. Madame la secrétaire générale. Merci, Monsieur le Président. Donc, arrêté portant ouverture de la session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Article 1er. La session extraordinaire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie est déclarée ouverte le jeudi 18 avril 2013 à 14h15. Article 2. La présente session extraordinaire ne peut excéder un mois. L'article 3 est un article de diffusion. Merci. On va poursuivre par l'appel pour constater qu'officiellement le quorum est bien atteint et que nous pouvons délibérer valablement. Madame Arly, absente. Madame Ayawayari, absente, donne procuration à Madame Tidjin Mae. Monsieur Breténier. Présent. Madame Brizard, absente. Madame Délé, présente, je l'ai vue, je ne vois plus, Madame Délé. Madame Délé, elle est là. Ok. Madame David. Madame Detex. Monsieur Jaiwe, présent. Madame Donigian. Monsieur Doui. Il est là? Monsieur Doui, je ne le vois pas. Absent. Monsieur Dounéot, présent. Madame Urisuke, absente. Madame Falé-Lavaki. Monsieur le sénateur Frogier, absent, donne procuration à Monsieur Breténier. Monsieur Gay. Présent. Monsieur Goa. Monsieur le député Gomez, absent, donne procuration à Monsieur Michel. Monsieur Goromido. Absent. Madame Eo. Présente. Monsieur le président Népéoun. Monsieur Lallier. Monsieur Lagnier. Madame Laouvea. Monsieur Lazare. Madame Lec. Monsieur Leroux. Madame la présidente Lijar, absente, donne procuration à Madame Panga. Monsieur Louécotte, absent, donne procuration à Madame Donigan. Madame Machouro, absente, donne procuration à Monsieur Goa. Madame Malaval-Cheval. Monsieur Michel. Madame Millet. Monsieur Mouliakaka. Monsieur Nesseline. Monsieur Naouna. Monsieur Naturel, a priori, il arrive. Monsieur le président Néaoutine. Madame Molène. Monsieur Pabouti. Monsieur le président Poadja, absent et donne procuration à Monsieur Sang. Madame Léantine Ponga. Madame Pouja Poujane. Monsieur Régent. Monsieur Sam. Madame San Mohamed. Madame Siola Gadek. Présente. Okay. Monsieur Sang. Présent. Madame Tidjin Mae. Présente. Monsieur Iregaï. Madame Vayalimois. Monsieur Vittori. Madame Voisin, absente, donne procuration à Madame David. Monsieur Wamitan, absent. Monsieur Yewene. Le quorum est atteint, Monsieur le Président.
Je vous remercie. Nous allons donc attaquer l'ordre du jour à la demande du membre du gouvernement chargé du budget. Nous allons commencer par le deuxième point, c'est-à-dire l'examen du projet de délibération habilitant le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie à signer le contrat de développement État-intercollectivité pour la période 2011-2015. Il s'agit du rapport numéro 9 du 19-3-2013. Donc il convient de donner lecture du rapport de la commission plénière numéro 44 du 15 avril 2013. Et comme il s'agissait d'une commission plénière, il n'y a pas de rapporteurs qui ont été désignés. Est-ce que un élu est volontaire pour lire le texte? Un élu intéressé? Non. Personne n'est intéressé par le code des pensions? Ouais. Monsieur Michel ou Monsieur Michel? Alors, dans la discussion... C'est bon? Donc, conformément à l'article 25 du règlement intérieur du Congrès, le quorum n'étant pas atteint, la réunion des commissions débute une demi-heure après l'heure prévue. En propos liminaire et après avoir salué les participants à la présente commission, M. Breténier rappelle l'ordre du jour consistant en l'examen du projet de délibération relatif au contrat de développement État-intercollectivité 2011-2015. À la demande de M. Breténier, M. Lebré procède à une présentation succincte du projet de contrat. Il indique ainsi qu'au terme de plus de 18 mois d'échanges et de discussions entre l'État, la Nouvelle-Calédonie et les trois provinces, et après un abondement des crédits obtenus par le gouvernement auprès du ministre de l'Outre-mer, ce projet de contrat interco a vu le jour, indiquant par ailleurs que le contrat comprend un volume d'investissement de 8 milliards 103 millions CFP d'investissement. Il souligne la participation d'une part de l'État à hauteur de 2 milliards 9 et d'autre part de la Nouvelle-Calédonie à hauteur de 2 milliards 4. En outre, précisant que ce projet de contrat interco a d'ores et déjà été validé par les trois provinces ainsi que par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les élus du Congrès sont invités à se prononcer sur le dit projet de contrat de développement. Ensuite de quoi, je vous propose de passer à la page 9 du rapport. Dans la discussion générale, M. Breténier, ayant pris connaissance du 4e alinéa du 2 du présent rapport du gouvernement, s'étonne qu'il soit fait référence au schéma d'aménagement et de développement de la Nouvelle-Calédonie NC 2025, alors que les collectivités, notamment la province sud et les institutions comme le CES et les chambres consulaires n'ont pas été consultées sur ce schéma. Il demande un accord préalable des collectivités et des institutions de la Calédonie avant toute diffusion d'un schéma qui, sans cet accord, n'aurait aucune validité. Soulignant que la mise en œuvre de ce contrat interco devrait s'échelonner de 2011 à 2015, Mme Machoro-Régnier met en exergue le retard de 2 ans pris sur l'entrée en vigueur prévue. En conséquence, elle s'interroge sur la possibilité de rattraper un tel retard. En réponse, M. Lebré indique que lors d'une première réunion de suivi, il a été convenu avec l'État que les opérations engagées dans le précédent plan, notamment le CNRT, les espaces naturels, etc., puissent être préservés par des avances de crédit. Il rappelle que du côté de la Calédonie, les crédits avaient été inscrits au budget 2011, 12 et 13, malgré l'absence de signature de contrat, et ajoute que ces crédits ont ainsi été votés par les élus du Congrès. Il précise que l'État a assuré le fonctionnement des opérations pérennes. Convenant d'un certain retard sur les opérations d'investissement, il signale cependant que ce retard a permis de réattribuer les crédits inutilisés par ce contrat interco au contrat de développement des provinces, contrat d'agglo ou encore au contrat établi par zone de commune. Néanmoins, il met en exergue les moyens mis en œuvre par l'État et le gouvernement de la Calédonie visant à rattraper dans la mesure du possible ce retard sur les investissements. En outre, il indique que ce retard de 2 ans a également permis en phase ultime de négociation d'obtenir de l'État 308 millions CFP supplémentaires comme annoncé par le ministre des Outre-mer lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie en novembre 2012. Afin d'obtenir des éclaircissements concernant ce montant de 308 millions CFP négocié par l'État, M. Lallier demande aux représentants du gouvernement si cette valeur correspond au montant des crédits dont ont profité les autres contrats, ou s'il s'agit d'une négociation venant en sus des crédits originellement fixés pour le contrat interco 2011-2015. En réponse, M. Lebré précise que les crédits inutilisés du contrat de développement interco ont permis l'accélération des mandatements de l'ensemble des autres contrats concernant l'ensemble du territoire. Quant à l'enveloppe supplémentaire de 308 millions de crédits budgétaires obtenus de l'État, il précise que cette somme vient s'ajouter au montant de l'enveloppe attribuée au contrat interco 2011-2015 tel qu'annoncé lors de la réunion du 9e comité des signataires du 8 juillet 2011. D'autre part, rappelant que l'école d'art ne figurait pas dans les précédents contrats,
Dans la mesure où aucun programme technique détaillé n'avait été établi et aucun véritable accord trouvé sur ce sujet, Mme Hollen fait part de ses regrets quant à la forme que revêt cette école dans le présent contrat interco. Relevant la priorité donnée à l'enseignement des métiers de l'image et de l'audiovisuel, elle fait part de sa déception ayant imaginé que cette école d'art dispenserait des formations artistiques plus variées de manière à aborder également l'aspect culturel des arts tel que pensé dans le projet initial. En outre, elle regrette que le Congrès n'ait pas eu à se réunir au sujet de cette future école d'art calédonienne et pour prendre connaissance de ce programme. D'autre part, soulignant que la province Nord a d'ores et déjà ouvert des autorisations de programme dans son budget 2013, elle indique ne pas avoir connaissance de telles avancées au niveau de la province Sud. En réponse, M. Lebré rappelle que, tel qu'indiqué dans la fiche descriptive annexée au présent contrat, des études concernant l'école numérique située en province Sud ont été engagées et financées par cette collectivité en 2011 et finalisées en 2012, de manière à offrir une promotion au cours de l'année 2013. En outre, il précise que les 2 dernières années de négo ont permis de réaliser ces études. Concernant la province Nord, il rappelle que des travaux sont programmés sur la période 2013-2015. Témoignant de sa surprise, Mme Hollen indique ne pas avoir fait le rapprochement entre l'école d'art et l'école numérique. Elle met ainsi en exergue un défaut de communication, soulignant ne pas avoir compris dans les propos du gouvernement que l'école numérique devait constituer un des pôles de l'école d'art. Afin d'apporter des éclaircissements sur ce sujet, M. Goa indique que l'école d'art telle qu'actuellement conçue permettra d'offrir en province Nord une formation ne nécessitant pas de diplôme pour y accéder, tandis que la province Sud dispensera, elle, une formation supérieure nécessitant le baccalauréat et consistant en une préparation à l'accession aux études supérieures artistiques en métropole notamment. Souscrivant aux propos de M. Goa, M. Lebré indique que les précisions sur ce sujet se trouvent en page 70 du contrat interco, annexé au présent projet de délibération. Il précise que l'école d'art de la province Sud a ainsi pour vocation d'assurer la continuité de ce qui aura été engagé en province Nord. Par ailleurs, M. Razavé indique que l'opération école d'art, indiquée au 3 dans le projet de délibération, figure en réalité au 10 des compétences mieux développées pour construire le pays, du contrat Interco 2011-2015 annexé au projet de délibération. Insistant sur les 2 années de retard prises dans la mise en œuvre de ce contrat de développement Interco 2011-2015, Mme David interroge les représentants du gouvernement sur la mise en œuvre de procédures accélérées concernant l'engagement et le paiement des participations de l'État. En réponse, M. Lebré fait état de la mise en œuvre des procédures dérogatoires permettant d'assurer la sauvegarde des opérations se trouvant dans la continuité des précédents contrats. Il ajoute que l'État a également été sollicité dans le but d'accélérer les paiements. Cependant, compte tenu du budget de l'État, il indique qu'il s'avérera difficile de rattraper un tel retard. Néanmoins, il révèle que le Haut-Commissaire de la République en Calédonie s'est engagé à prendre des mesures nécessaires visant à accélérer les engagements ainsi que les paiements, en permettant que l'ensemble des crédits sur une opération soit engagé, contrairement aux années précédentes, sans séquençage annuel, dès que ces crédits seront disponibles. Mme David interroge les représentants du gouvernement sur l'existence d'engagements écrits relatifs aux opérations cofinancées par l'État. En réponse, M. Lebré indique que dans la mesure où le contrat n'a pas encore été signé, le gouvernement ne possède aucun engagement écrit. Néanmoins, il indique que les représentants de l'État ont réaffirmé systématiquement leurs engagements lors des comités de suivi. Mme Machoro-Régnier intervient afin d'obtenir l'assurance que les crédits prévus pour le contrat 2011-2015 soient effectivement alloués aux opérations malgré le retard de 2 ans. En réponse, M. Razavé indique que l'État, qui était engagé dans un certain nombre d'opérations telles que le CEN, le programme Zone Éco, le financement de l'IAC, le CNRT, a d'ores et déjà participé à leur financement à hauteur de l'ancien contrat durant les années 2011, 12 et 13. Néanmoins, il indique qu'un léger rattrapage s'avérera nécessaire pour certaines opérations. D'autre part, une inquiétude peut être observée concernant les investissements, étant donné la nouvelle politique de l'État consistant en la clôture des engagements en 2015. Il précise que toutes les opérations ou études n'ayant pas été engagées d'ici là risqueraient de ne pas être prises en compte, comme ce fut le cas notamment l'an dernier pour le CIS. M. Lanier souhaite obtenir des informations concernant le crédit alloué à la structuration de la technopole, rappelant que des crédits avaient déjà été votés pour cette technopole. Il s'interroge sur la signification de cette restructuration. En réponse, M. Razavé indique qu'il s'agit du fonctionnement de la structure technopole elle-même, puisque le reste figure dans les opérations individualisées. Il précise que dans la mesure où les montants alloués au Centre calédonien de développement et de transfert en aquaculture marine et à la restructuration du technopole figure dans le contrat État Interco 2011-2015, la distinction n'a pas été faite dans le projet de délibération. Personne ne souhaitant plus intervenir, M. Breténier propose au commissaire de se prononcer sur le présent projet de délibération. Je vous remercie. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole ? Souhaitant prendre la parole, nous allons examiner
le projet de délibération habilitant le président du gouvernement à signer ce contrat de développement. Articles 1 et 2 sans observation, avis favorable, Monsieur le Président, ainsi que sur l'ensemble du projet de délibération. Sur l'article 1er, y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, adopté. Article 2, pas d'opposition, adopté. Sur l'ensemble, pas d'opposition, pas d'explication de vote. Le projet de délibération est adopté. Nous allons passer maintenant au deuxième point de l'ordre du jour, qui était à l'origine le premier, c'est-à-dire l'examen du rapport numéro 41 du 2 avril 2013, en page 7. Il s'agit de l'examen, oui. Donc le rapport spécial a été rédigé par Madame Hollen, à qui je demande de bien vouloir faire la lecture. Bien, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du gouvernement ici représenté, mes chers collègues, le projet de loi du pays qui vous est présenté a pour objet de codifier à droit constant la réglementation en matière de pension de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Petite présentation sommaire du régime. Le régime de retraite des fonctionnaires relevant des 2 fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie est géré par la Caisse locale de retraite, établissement public à caractère administratif de la Nouvelle-Calédonie. Au 31 décembre 2012, 9022 agents actifs cotisaient au régime pour 4084 retraités, soit un ratio de 2,21 actifs pour 1 retraité. Pour rappel, en 2000, ce ratio était de 3,08. La pension moyenne servie par le régime s'élève à 283 000 francs par mois. Les prestations servies par le régime se sont élevées en 2012 à un peu plus de 14 milliards pour des recettes qui ont atteint 13 milliards. Le résultat de l'exercice a été déficitaire et s'est établi à 1,8 milliard. Le fonds de roulement du régime comprenant les réserves disponibles s'établit au 31 décembre 2012 à la somme de 11 milliards 09. Une codification réalisée à droit constant avec... Attendez, excusez-moi. Non, mais là, dans le... J'arrive, j'ai... Je te remercie, Didier. Pour l'exercice 2013, le régime a anticipé un résultat déficitaire d'1,6 milliard. La justification d'une codification de la réglementation applicable en matière de pension de retraite des agents fonctionnaires. Tout d'abord, le cadre juridique. Le régime de retraite est organisé par le décret modifié 54-48 du 4 janvier 54, instituant le régime général de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie. Ce texte comporte 48 articles répartis en 12 titres et a fait l'objet de 24 modifications. Initialement confié au Bureau des pensions, placé au sein du service des finances de la Nouvelle-Calédonie, la gestion du régime a été attribuée à un établissement public créé spécialement à cet effet, afin de permettre la participation de représentants des actifs et des retraités par la délibération modifiée 365 CP du 17 novembre 1994, relative à la création de la Caisse locale de retraite. En vertu de l'article 22-14e de la loi organique modifiée numéro 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie est compétente en matière de fonction publique de la Nouvelle-Calédonie et des communes. Depuis la modification par la loi organique 2009-969 du 3 août 2009, l'article 99 de la loi organique prévoit qu'en matière de garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes, le Congrès adopte des lois de pays. Cette disposition fait écho à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, qui dispose que la loi fixe également les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État. Le droit à la retraite pour les fonctionnaires entre dans ces garanties fondamentales.
les préconisations de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie et du Conseil d'État. La Chambre territoriale des comptes et le Conseil d'État ont préconisé de procéder à une telle codification. Tout d'abord, la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie, dans son rapport d'observation définitive, établi le 9 mars 2011, à la suite de l'examen de la gestion de la Caisse locale de retraite de Nouvelle-Calédonie, indiquait: avant tout projet de réforme, il sera essentiel d'effectuer la ventilation entre les dispositions juridiques actuellement en vigueur, en tenant compte des différents niveaux, législatifs et réglementaires, grâce à une opération de codification qui fait aujourd'hui défaut. Des dispositions juridiques actuellement en vigueur, en tenant compte des différents niveaux de nature législative ou réglementaire. Elle formulait ensuite la recommandation suivante. La Chambre estime nécessaire de procéder à l'analyse juridique du décret de 54 relatif à la CLR, de façon à pouvoir identifier dans la hiérarchie des normes le niveau de chaque modification future de ce texte. Une opération de codification paraît en outre souhaitable. Le Conseil d'État, saisi d'un projet de loi du pays portant diverses mesures en matière de retraite dans son avis 386-110 du 2 février 2012, réclamait également une telle codification dans les termes suivants. Le Conseil d'État estime enfin qu'il serait souhaitable que les dispositions du décret 54-48 du 4 janvier 54 soient remaniées afin que la nature juridique de ces dispositions au regard des critères de l'article 99 de la loi organique du 19 mars 99 soit clairement identifiable. Une codification réalisée à droit constant avec certains aménagements issus de la consultation du Conseil d'État. Dans la perspective d'une réforme prochaine du régime de la Caisse locale des retraites, le choix a été délibéré de codifier à droit constant le décret modifié 54-48 du 4 janvier 54 et deux articles de la délibération 109 du 24 août 2005 relative au temps partiel. La codification à droit constant ne permet pas de créer de nouvelles normes, en partie législatives, mais elle conduit néanmoins à clarifier notre droit, lorsque cela est possible, à mettre les normes législatives en conformité avec les normes supérieures. Pour réaliser cette codification, une comparaison des dispositions de la réglementation de la Caisse locale de retraite avec celles existantes dans le Code des pensions civiles et militaires de l'État a été réalisée. Les consultations. Tout d'abord, le Comité supérieur de la fonction publique. Le Comité supérieur de la fonction publique a été saisi du projet le 18 octobre 2012 et n'a émis aucune observation particulière sur le projet de texte qui lui était soumis. Le Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État a été rendu lors de sa séance le mardi 22 janvier 2013. Outre l'identification de certaines dispositions contraires à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil d'État a préconisé d'élargir le périmètre du Code. La mouture arrêtée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie comprend les amendements proposés par le Conseil d'État. Tout d'abord, l'élargissement du périmètre du Code des pensions de retraite. Sur le périmètre du Code, le Conseil d'État propose d'élargir le périmètre du Code pour y intégrer la délibération modifiée 365 CP du 17 novembre 1994 relative à la Caisse locale des retraites. Cette extension a pour objet de répondre aux objectifs d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi assignée à la codification. Représentant une catégorie d'établissements publics, certaines dispositions du statut de l'établissement public relèvent de la loi du pays. Les dispositions statutaires concernées sont les attributions de l'établissement, la composition du conseil d'administration, l'élection de certains administrateurs, la convocation et les attributions du conseil d'administration, le personnel, les recettes, la comptabilité de l'établissement et la composition du comité d'orientation et de pilotage du régime. Cette recommandation du Conseil d'État a été intégrée dans le projet de code. Ensuite, les bonifications d'âge et de services accordées en fonction du lieu d'activité de l'agence. Le régime de la caisse de retraite prévoit l'attribution de bonifications de services et d'âge qui varient en fonction du lieu d'activité de l'agent. Ces bonifications représentent le tiers de la durée effective des services accomplis en Nouvelle-Calédonie et dans les départements et territoires d'outre-mer avant le 1er juillet 2003, la moitié de la durée effective des services accomplis dans une ancienne colonie française avant l'indépendance de celle-ci, diverses fractions de durée effective des services accomplis en Nouvelle-Calédonie depuis le 1er juillet 2003.
Le Conseil d'État, tout en considérant qu'un tel avantage peut être accordé aux agents pour les services effectués en Nouvelle-Calédonie, n'a trouvé aucune justification d'intérêt général permettant de traiter différemment les agents selon leur lieu d'affectation à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Dès lors, les bonifications accordées pour les services effectués dans certains territoires de la République sont contraires au principe d'égalité. Plutôt que d'uniformiser les bonifications de services et d'âge pour les services effectués à l'extérieur du territoire et à octroyer de telles bonifications aux services effectués en métropole, ce qui aurait accentué la situation déficitaire du régime, le projet de texte supprime toutes les bonifications de services et d'âge pour les services réalisés à l'extérieur de la Nouvelle-Calédonie. Les bonifications de services et d'âge liées aux enfants. Le régime de la Caisse locale de retraite prévoit l'octroi d'une bonification d'une année de service et d'une année d'âge aux seules femmes pour chacun des enfants qu'elles ont mis au monde avant le 1er janvier 2004, sans autre condition. Ces dispositions en tant qu'elles sont réservées aux seules femmes, méconnaissent le principe d'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Les données démographiques montrent que les 9022 agents fonctionnaires en activité au 31 décembre 2012 étaient parents de 13 752 enfants, dont 9 863 nés avant le 1er janvier 2004, selon la répartition suivante, et je vous laisse prendre connaissance du tableau. Étendre cette mesure aux hommes serait également une source d'accroissement importante du déficit du régime. Il est à noter que ces bonifications ne sont pas financées et qu'elles permettent d'abaisser l'âge du départ à la retraite d'une année par enfant tout en majorant pour chaque enfant de 2,5% au moins le montant de la pension. La métropole a été confrontée à la même difficulté au début de la décennie 2000. Le Conseil d'État rappelle que le choix qui avait été alors fait par le législateur national avait été de ne pas supprimer cet avantage, mais de subordonner son bénéfice à certaines conditions, comme la nécessité d'avoir effectivement interrompu son activité pour élever ses enfants. Le projet de texte reprend le dispositif qui existe en métropole en l'aménageant aux spécificités du régime de la Caisse locale de retraite. Le dispositif proposé est d'étendre aux hommes la bonification de service et la bonification d'âge pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, à la condition que l'agent ait effectivement interrompu son activité pour s'occuper de son enfant par un temps partiel, un congé pour affaires personnelles ou une disponibilité. La durée de la bonification d'âge et de son service accordé correspond à la durée effective du temps passé par l'agent pour s'occuper de son enfant, durant laquelle il n'est pas rémunéré. Le droit à pension proportionnelle à jouissance immédiate pour les mères de 3 enfants. Les femmes fonctionnaires mères de 3 enfants vivants ou décédés par fait de guerre, nés avant le 1er janvier 2004, peuvent prétendre à une pension proportionnelle à jouissance immédiate dès lors qu'elles justifient de 15 ans de service effectif. Le même dispositif existe pour les mères de 3 enfants dont l'un au moins est né après le 31 décembre 2003, dès lors qu'elles justifient d'au moins 25 ans de service effectif. Le Conseil d'État constate également l'illégalité de ce dispositif en tant qu'il est réservé aux seules femmes. La population des actifs, parents d'enfants affiliés au régime de la CLR, est la suivante. Donc, je vous laisse prendre connaissance du tableau. Parmi la population des 9022 actifs arrêtés au 31 décembre 2012, 763 femmes et 567 hommes ont 3 enfants ou plus, nés avant le 1er janvier 2004, qui leur permettrait de prendre une retraite à jouissance immédiate après 15 ans de service. Il serait 371 femmes et 187 hommes à pouvoir bénéficier d'une telle pension après 25 ans de service effectif, soit un total de 1888 personnes. Les 2 tableaux suivants montrent le nombre d'agents qui, au 31-12-2012, remplissent la condition de durée de service, 15 ou 25 ans de service, en plus d'avoir 3 enfants. En effet, 754 hommes pourraient bénéficier de ce dispositif s'il leur était étendu. Ce dispositif est très coûteux pour le régime, car même si la pension servie est proportionnelle à la durée de service, le ratio cotisation-prestation se rapproche de 1 pour 6 et il est de 1 pour 2 à 1 pour 3 normalement.
Dans ces conditions, il est proposé d'étendre ce dispositif aux hommes qui remplissent la double condition de durée de service et du nombre d'enfants et de le mettre immédiatement en voie d'extinction. Seuls les agents remplissant l'une des doubles conditions suivantes pourront bénéficier de ce dispositif. Agents parents de 3 enfants nés avant le 1er janvier 2004 et 15 ans de service effectif à la date d'entrée en vigueur du Code. Agents parents de 3 enfants dont un au moins est né après le 1er janvier 2004 et 25 ans de service effectif à la date d'entrée en vigueur du Code. Ainsi, sur les 1888 personnes concernées, au 31 décembre 2012, seules 798 personnes pourraient bénéficier de ces mesures très favorables et coûteuses pour le régime. Les règles d'attribution d'une pension de reversion entre conjoints et orphelins représentant un lit lorsqu'il existe plusieurs lits. Ça, c'est le gros morceau. La pension de... La pension de reversion, qui représente la moitié de la pension principale, est attribuée au conjoint survivant du fonctionnaire ou au retraité décédé. La répartition entre conjoints est réalisée au prorata de la durée des mariages. Les enfants âgés de moins de 21 ans bénéficient de la pension d'orphelin correspondant à 10% du montant de la pension principale servie aux fonctionnaires retraités décédés ou aux fonctionnaires décédés en activité. Quand le conjoint est décédé ou inapte à la percevoir, la pension de reversion est attribuée aux orphelins de moins de 21 ans à part égale. Lorsqu'il existe plusieurs lits, représentés par des conjoints d'une part et par des orphelins d'autre part, la pension de reversion est divisée en parts égales, par dérogation à la règle de prorata citée ci-dessus, entre les lits représentés par le conjoint, survivant ou divorcé, et par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de 21 ans. Ce mécanisme était identique à celui prévu par le Code des pensions civiles, applicable aux pensions de retraite des fonctionnaires avec un S de l'État, qui a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. La rédaction proposée reprend celle prévue dans l'article 43, nouveau du Code des pensions civiles, qui prévoit que les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de reversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés. Il n'y a pas de S. Et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par le ou les orphelins directement. La différence entre la fraction de la pension de reversion totale et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés du fonctionnaire est répartie également entre les orphelins qui représentent un ou plusieurs lits. À l'occasion d'un contentieux, une question prioritaire de constitutionnalité a été invoquée sur la méthode de calcul proposée par le Conseil d'État. Dans un arrêt 358-451 du 13 juin 2012, ce dernier a constaté que la nouvelle rédaction de l'article L43 du Code des pensions civiles répondait aux prescriptions de la décision du Conseil constitutionnel en assurant une égalité de traitement entre tous les enfants placés dans une même situation. La prescription quinquennale. La prescription prévue par la réglementation pour les créances de la Caisse locale de retraite est fixée à 5 années. Le Conseil d'État constate que l'État est compétent pour fixer le régime des prescriptions des établissements publics en Nouvelle-Calédonie. L'article 1er de la loi modifiée du 31 décembre 1968 a fixé à 4 ans le délai de prescription. Le projet de texte ramène à 4 ans le délai de prescription des créances de la Caisse locale de retraite. La suspension et la déchéance du droit à pension. La réglementation de la Caisse locale de retraite prévoit une suspension du droit à pension durant la durée des cas suivants: révocation avec suspension des droits à pension, perte de la nationalité française ou en cas de déchéance de l'autorité parentale. Elle prévoit également la déchéance du droit à pension pour les agents qui auraient été révoqués après s'être rendus coupables d'un détournement de deniers publics, de malversation au sein de son service, ou qui se seraient démis de ses fonctions à prix d'argent. Le Conseil d'État indique que prévoir une réduction, voire une suppression totale des prestations de retraite dans divers cas de révocation d'un fonctionnaire est possible, à la condition qu'une telle sanction ne soit pas automatique ni disproportionnée.
En conséquence, le texte supprime les cas de suspension du droit à pension au motif qu'ils paraissent disproportionnés, tout en maintenant pour ces cas la déchéance partielle ou totale du droit à pension après avis du Conseil de discipline. L'avis de la commission de l'OAFP et amendement. La commission de l'OAFP s'est réunie le 2 avril 2013 et a émis un avis favorable sur le projet. Plusieurs amendements ont été évoqués. Les premiers concernent l'article 1er et visent à modifier l'annexe du projet de loi de pays en 4 points concernant les avantages réservés aux fonctionnaires, parents d'enfants et ceux tels qu'exposés dans le premier projet d'amendement. Le dernier vise à corriger une erreur matérielle à l'article 4 du projet de loi de pays. En conclusion, ce projet de loi du pays est nécessaire en ce qu'il constitue le préalable obligatoire à toute réforme du régime de retraite des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie portée par la Caisse locale de retraite. Un projet de réforme est en cours de discussion au sein du conseil d'administration et du comité d'orientation et de pilotage de la Caisse locale de retraite, où sont représentées les organisations syndicales d'actifs et de retraités. Ce projet pourrait être déposé auprès du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au début du mois de mai 2013. Avant de finaliser le projet de réforme, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devra procéder à la consultation du Comité supérieur de la fonction publique et recueillir bien évidemment l'avis du Conseil d'État. Il pourrait être transmis au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, très probablement dans le courant du second semestre 2013. Et d'autre part, si vous me permettez, Monsieur le Président, je souhaitais rajouter que le gouvernement a engagé des discussions avec l'État afin d'obtenir un accord de coordination permettant de mettre fin à l'interpénétration des retraites entre les fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et ceux de l'État, chaque caisse ayant vocation à supporter les retraites des fonctionnaires d'État intégrant la fonction publique territoriale et réciproquement, et une loi nationale devrait consacrer cet accord de coordination en septembre 2013. Voilà, tel est le rapport que j'ai l'honneur de soumettre à votre attention. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. Est-ce que, Madame le rapporteur, vous souhaitez qu'on lise le rapport de la commission ou c'est pas nécessaire? J'ai notamment repris une partie qui me semblait importante du rapport de la commission concernant l'accord de coordination. D'accord. Voilà, Monsieur le Président. Mais... Si, dans la discussion générale, quelqu'un souhaite-t-il prendre la parole? Si personne ne souhaite prendre la parole, je vous propose de prendre les articles sans qu'il soit nécessaire de lire tout le rapport de la commission. Simplement, Madame le rapporteur, vous nous signalerez si jamais il y avait des amendements à proposer. Madame Vaillary-Moins. Merci, Président. Je voudrais juste poser une question pour bien comprendre concernant l'agent parent lorsqu'on entend enfant. Est-ce qu'on sous-entend également dans ce terme-là les enfants adoptés? Oui. Dans la réglementation de la CLR, l'enfant adopté, alors on est sur oui, est prise en compte. Et donc l'adoption coutumière, prise en compte également. Je vous remercie. D'autres interventions? Pas d'autres interventions, donc nous allons prendre les articles. Article 1er. Donc les commissaires ont été mis un avis favorable. Madame Hollen? Oui, il y a une série d'amendements, non pas à l'article 1er, mais c'est un amendement à l'article LP 222.1 de l'annexe mentionné à l'article 1er. Je vous lis, Monsieur le Président, l'exposé des motifs. Lors de la réunion du conseil d'administration de la CLR qui s'est tenue le 13 mars 2013, la suppression du caractère automatique des bonifications d'âge et de service a été fortement critiquée en ce qu'elle apparaissait comme la suppression d'un avantage acquis par les femmes. Afin de conserver cet avantage tout en répondant aux prescriptions du Conseil d'État, il vous est proposé de rajouter le congé de maternité au rang des motifs d'interruption d'activité ouvrant droit aux bonifications.
En outre, afin de ne pas créer un effet inflationniste de la mesure, il est proposé de préciser que les bonifications ne sont ouvertes qu'au titre d'un seul parent. Monsieur le Président, je vous lis le texte de l'amendement. Premièrement, au 5e alinéa, après les mots « un enfant de moins de 5 ans », insérez les mots « d'un congé de maternité ». Et deuxièmement, après le dernier alinéa, insérez l'alinéa suivant « le droit à la réduction prévue au 4e est ouvert au titre d'un seul parent ». Je vous remercie. Donc pour la clarté de la discussion, je précise qu'il s'agit d'un amendement d'un article à l'intérieur de l'article de 1er, l'annexe, n'est-ce pas? tout à fait. De l'annexe. De l'annexe. Et à l'intérieur donc de l'article Voilà. 1er. Néanmoins, je crois que le plus simple, c'est de faire que le Congrès se prononce sur chacun des amendements. Donc sur l'amendement proposé par Isabelle Helaine, y a-t-il des observations, des oppositions? Il n'y en a pas. Il est adopté. Le second amendement concerne l'article LP 222-4 de l'annexe mentionnée à l'article 1er. Eh bien, c'est exactement le même exposé des motifs, Monsieur le Président. Souhaitez-vous que je le relise? Si vous ne souhaitez pas. Et le texte de l'amendement est exactement le même, mais bon, je préfère le relire. Ah oui, puisque ça concerne quand même l'article LP 222-4. Au 5e alinéa, après les mots « un enfant de moins de 5 ans », insérez les mots « d'un congé de maternité ». Et deuxièmement, après le dernier alinéa, insérez l'alinéa suivant « le droit à la réduction prévue au 4e est ouvert au titre d'un seul parent ». Merci. Sur cet amendement, pas d'observation, pas d'opposition, il est adopté. Amendement suivant. Il faut prendre l'amendement numéro 4, parce qu'il y a eu un petit problème dans la numérotation, veuillez m'en excuser. Amendement à l'article LP 222-5 de l'annexe mentionné à l'article 1er. Exposé des motifs, les articles LP 225-5 et LP 222-7 reprenant des dispositions relativement similaires, il vous est proposé de les fusionner afin de ne laisser aucune possibilité d'interpénétration. Après les lire. Bon. Texte de l'amendement. À l'article LP 222-5, avant les mots « le temps passé », insérez les mots « à l'exception des périodes passées en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, prévues par les dispositions statutaires applicables aux agents relevant du présent régime de retraite ». Merci. Donc sur cet amendement à l'article LP 225-5 de l'annexe mentionné à l'article 1er, y a-t-il des observations, des oppositions? Oui, le Congrès a adopté. Amendement suivant. L'amendement suivant est l'amendement numéro 5. C'est l'amendement à l'article LP 222-7 de l'annexe mentionné à l'article 1er. Les dispositions de l'article LP 222-7 ayant été intégrées dans l'article LP 222-5, voire en ce sens l'amendement précédent, il vous est proposé de supprimer cet article LP 222-7. Donc, voilà, on le supprime. Telle est la proposition d'amendement. Monsieur Lallier, vous souhaitiez prendre la parole? Non? Trop tard? Non? Ben, c'est trop tard, mais je vais quand même le dire. Parce que je vois que c'est, malgré nos divisions, l'Assemblée est sereine. Donc je voulais juste attirer l'attention particulière de l'Assemblée, qu'elle a lu rapidement tout à l'heure la situation de... Puisque là on est en train de parler des dépenses à travers les votes qu'on a fait sans trop tenir compte des effets indus financiers. Et elle a soulevé tout à l'heure la situation du compte de la caisse.
Et donc il est important que chacun de nous, là, dans cette assemblée, prenne conscience que la situation elle est grave et que aujourd'hui elle a moins 1 milliard, mais même la caisse de fonds de roulement ne suffit pas à payer. Et donc ce sera un dossier qui sera primordial pour l'équipe à venir. Si on ne commence pas à discuter dès aujourd'hui. C'était quand même important de soulever puisqu'on est dans toutes les réformes, même si on n'est pas toujours d'accord. Je crois que vous avez tout à fait raison et je pense que cette étude aurait dû être faite depuis déjà longtemps et qu'il faudrait qu'elle se fasse le plus rapidement possible sans attendre une nouvelle mandature. Madame Hollen? Oui, je vais dans le sens de M. Liallier. La situation de la caisse est préoccupante, mais la codification à droit constant, qui est assez rébarbatif à la lecture du rapport, était indispensable avant que la réforme vous soit présentée au Congrès. Voilà. Nous sommes d'accord. Donc sur l'amendement... Oui, Madame Baquès? Non, peut-être indiquer aux élus du Congrès que nous avons eu ce matin une présentation d'un plan de redressement de la caisse locale de retraite qui va permettre d'amener à un équilibre jusqu'à entre 2033 et 2043 selon les études du cabinet Winter, en fonction de la capacité de recrutement des collectivités. Au plus bas, on serait à 2033, au mieux à 2043. Donc ce plan a été adopté à l'unanimité du conseil d'administration de la CLR et avec un début de mise en œuvre par le comité d'orientation et de pilotage de la CLR et validé ce matin en réunion de collégialité sur les grands axes, donc va être présenté en gouvernement dans les semaines qui viennent et donc une présentation au Congrès ou en session, pendant la session administrative ou en session extraordinaire si on est prêt avant. Je vous remercie. Pas d'autres interventions. Donc sur cet amendement, Madame Hollen. Donc c'est l'amendement, maintenant nous reprenons l'amendement 3. D'abord sur l'amendement qui vient d'être proposé, il n'y a pas eu de vote, donc il n'y a pas d'opposition adoptée. Ensuite l'amendement suivant. Donc il s'agit de l'amendement à l'article LP 240-2 de l'annexe mentionné toujours à l'article 1er. Dans la mesure où le droit à jouissance immédiate de la pension avant l'âge de 60 ans est étendu aux hommes, il vous est proposé de préciser que celui-ci est ouvert au titre d'un seul parent. Donc le texte de l'amendement, après le dernier alinéa, insérez l'alinéa suivant, la possibilité de jouir immédiatement de la pension proportionnelle en application des points 1, 2 et troisièmement est ouverte au titre d'un seul parent. Oui. Je devine les plaisanteries graveleuses qui doivent circuler. Donc sur cet amendement, pas d'autres commentaires que ceux qui ont été faits off. Le Congrès a adopté. D'autres amendements, Madame Hollen? Alors, il y aurait ce matin donc le comité d'orientation de la caisse s'est réuni et il souhaitait proposer un amendement puisque voilà, je déposais en séance tout à fait. Le mieux, c'est que vous nous en donniez connaissance. Ensuite, conformément au règlement intérieur, je demanderai au Congrès s'il est d'accord pour que nous les examinions. Bien, donc il s'agit toujours d'un amendement d'un article de l'annexe, l'article LP 240-2. Premièrement, il faudrait rajouter, donc le premièrement, pour les fonctionnaires qui, antérieurement au 1er janvier 2004, étaient parents de 3 enfants vivants ou décédés par fait de guerre, qui justifie de la durée de service prévue au 3e de l'article LP 221-2, sous réserve, alors voilà le texte de l'amendement, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant
d'un congé pour affaires personnelles octroyé en vue d'élever un enfant de moins de 5 ans, d'un congé de maternité ou d'une disponibilité pour élever un enfant. On est toujours dans la même problématique. Bien, bien. Non, mais avant de discuter, il y a une règle prévue par la loi intérieure qui veut que le Congrès doit se prononcer simplement sur son accord pour examiner ou pas cet amendement. Est-ce que le Congrès est d'accord pour examiner cet amendement? Oui, il est d'accord, donc nous l'examinons. Madame Baguès. On peut peut-être laisser la parole au directeur de la CLR pour qu'il explique la problématique qui vient d'être développée par Madame Molène. Directeur. En fait, le projet de cet amendement vise réellement à codifier à droit constant. Dans la proposition qui vous était faite de codification, on fermait le dispositif pour les parents de 3 enfants ayant effectué 15 ans ou 25 ans de service, on fermait le dispositif à compter de l'entrée en vigueur de la réforme. Ce que les administrateurs de la CLR ont souhaité, c'est qu'on reste sur le principe d'une codification à droit constant, et la rédaction qui vous est proposée, à l'article 1, mais qu'il faut dupliquer également au premièrement du 242 et au deuxièmement du 242, vise finalement à, tout en étendant aux hommes cette possibilité, le fait de rajouter le congé de maternité, finalement permet toujours aux femmes de bénéficier de ce mécanisme. Donc on est plus dans un esprit de codification à droit constant en adoptant cet amendement. Monsieur Michel. Et donc, si on est à droit constant, cet amendement n'induit pas de dépenses supplémentaires par rapport à la pratique actuelle, c'est ça? Exactement. Monsieur Lallier. Une question, parce que la Nouvelle-Zélande vient de voter le mariage pour tous. Mais si la France venait à confirmer ce texte, s'il y a deux hommes qui adoptent 3 enfants, comment ça se passe? Alors, la question s'est posée aussi bien homme que femme. Hein. En fait, ça va être le premier qui va déposer sa demande, qui pourra bénéficier. Un seul parent. Puisque c'est un seul parent pourra bénéficier de la mesure pour les 3 enfants. Bien, je vous remercie. Pas plus d'observations. Donc sur l'amendement qui vient d'être... Oui, Madame Molène? Oui, dans cet article LP 240-2, il y a effectivement le premièrement qui porte l'amendement que j'avais lu avant la décision des membres du Congrès, mais il faut également rajouter le même texte au deuxièmement pour les fonctionnaires qui, postérieurement au 31 décembre 2003, sont parents de 3 enfants vivants ou décédés par fait de guerre et qui ont accompli au moins 25 ans de service effectif à la date d'entrée en vigueur du présent code. Eh bien, on reprend sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié d'un temps partiel de droit pour élever un enfant, d'un congé pour affaires personnelles octroyé en vue d'élever un enfant de moins de 5 ans et d'un congé de maternité ou d'une disponibilité pour élever un enfant. Voilà, Monsieur le Président. D'accord. Il s'agit de 2 amendements d'une même rédaction au paragraphe 1er et 2e. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, donc cet amendement est adopté. Est-ce qu'on a fait la totalité des amendements que vous aviez prévus à l'article 1er, Madame Molène? Oui. Donc sur l'article 1er ainsi amendé, y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition, l'article 1er est adopté. L'article 2, je crois que c'est avis favorable de la commission, pardon. Oui. Pas d'observation, pas d'opposition adoptée. Article 3, pas d'opposition adoptée. Article 4. Monsieur le Président, là il y a un amendement, mais qui vise simplement à corriger une erreur matérielle au premièrement de l'article 4. Au deuxième alinéa, remplacer les mots « et dispositions législatives » par les mots « les dispositions législatives ». D'une erreur, là il s'agit
d'une coquille dactylographique qui ne méritait pas un amendement. Bien, c'est retenu. On l'a déjà fait plusieurs fois. Hein. Oui, je crois qu'il faudra... Erreur matérielle. Bon, très bien, elle est donc corrigée. Le problème, c'est que je vois pas comment on pourrait voter contre, vous voyez. Voilà. Ok. Donc l'article 4, ainsi corrigé, adopté. Article 5. Non, il n'y a pas d'article 5. Article 5, donc pas d'observation. Il est adopté. Sur l'ensemble du projet de loi du pays, y a-t-il des commentaires, des observations ou des explications de vote? Pas d'explication de vote. Donc nous passons au vote. Y a-t-il des oppositions? Pas d'opposition. Le projet de loi du pays relatif au code des pensions de retraite des fonctionnaires est adopté. Donc nous allons procéder au dernier point de l'ordre du jour, qui est la désignation des membres des commissions que nous avions créées, c'est-à-dire la commission des droits de la femme et de la famille et la commission des relations extérieures. Oui, Madame la secrétaire générale, vous avez la parole. Simplement pour rappeler en fait que dans le cadre de la modification du règlement intérieur du Congrès, par délibération du 10 janvier 2013, il a été créé 2 nouvelles commissions. Donc la commission des relations extérieures et la commission des droits de la famille et de la femme et de la famille, pardon. Et donc il est apparu opportun pour les membres du bureau de devoir désigner les membres de ces 2 commissions donc avant le 1er mai, parce qu'en fait le règlement intérieur entre en vigueur au 1er mai. Ce qui permettra donc à ces 2 commissions de pouvoir programmer et engager leurs travaux dès la première semaine de mai, enfin pour pouvoir installer les membres de cette commission en désignant le président, le vice-président et rapporteur. Donc par rapport à cela en fait, et notamment par rapport à la journée de la femme qui avait eu lieu au Congrès le 7 mars, des propositions avaient été déposées par les élus. Et donc ça leur permettra de pouvoir débattre sur ces sujets-là très rapidement. Et concernant la commission des relations extérieures, il a paru nécessaire en fait pour les membres du bureau de demander en fait aux membres de cette commission de pouvoir étudier les modalités et les formes de la participation du Congrès au groupe de fer de lance, parce qu'en fait il y a le sommet des leaders du fer de lance qui est organisé en juin prochain, donc ça permettra à la commission de pouvoir également engager, de commencer à travailler en fait. Donc par rapport à cela, les groupes du Congrès ont dû déposer leur candidature. Et par rapport à la représentativité des groupes et des 11 sièges qui sont à pourvoir au niveau des commissions, la répartition c'est de la manière suivante. Il y a 4 sièges qui sont pour le groupe Rassemblement UMP, 3 sièges pour le groupe FLNKS, 3 sièges pour le groupe Calédonie Ensemble et 1 siège pour le groupe Uni. Donc par rapport à cela, il y a des listes uniques qui ont été donc déposées par les groupes. Et on va pouvoir donc vous donner la liste qui compose chaque commission. Je continue. Donc pour les membres de la commission des droits de la femme et de la famille, donc elle est composée des élus suivants. Donc Dominique Délé, Henriette Fallet-Lavaki, Ghislaine Harly, Pascal Doniguian, Corinne David, Evelyne Lec, Monique Millet, Ilaïsan Laouvea, Jacqueline Detext, Sylvain Pabouti, Nadia Eo. Si je comprends bien, il y a eu... Ah, pardon, il y a un problème? Donc là, il faut faire voter. Non, il faut... Qu'est-ce qui se passe là? Mais en fait, parce qu'il y a un homme, voilà. Ah, il y a un homme, Voilà. Félicitations. Mais alors j'ai bien compris qu'il y avait 11... Attendez, chaque chose en son temps. Donc j'ai bien compris qu'il y avait 11 candidats pour 11 postes à pourvoir. C'est ça, bon. Monsieur Lallier.
voulais juste poser cette question avant d'officialiser tout ça. La première chose, c'est dans la délibération mentionnant bien que il sera applicable à partir du mois de mai concernant les deux groupes, puisque le règlement intérieur ne sera applicable qu'au mois de mai, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas une redéfinition des groupes là par rapport aux répartitions proportionnelles de tout ça. Non, on reste sur la répartition d'hier, puisqu'il y a eu, on a appris par la presse qu'il y avait des choses qui ont changé, notamment au niveau des... Ça tombe bien, c'est vous qui présidez, monsieur le président. Est-ce que c'est le journal officiel? Sinon, ça vaut pas. Pardon? C'est pas le journal officiel, donc mais ça... c'est une question justement pour officialiser, si vous officialisez ou pas. Faut être un peu sérieux, hein. Monsieur Michel. Non, pardon, il y a monsieur Yéhoné qui va demander la parole. Mais c'est sérieux, monsieur le président? Les propositions de nom, donc c'est sur Sylvain Pabouti, c'est plutôt Henriette Maé. Voilà. Dommage, hein, c'est dommage. Bon, mais attendez, comment elle s'appelle? Quand il ne connaît pas bien son nom, là. Tidjine Maé. Moi, je constate que les hommes donc sont une espèce en voie de Madame Tidjine Maé au lieu de Sylvain Pabouti. Henriette Maé. Excusez-moi, Henriette. Oui. Monsieur Michel. Très rapidement, simplement, Monsieur le Président, en réponse à la question de Monsieur Lallier, je voudrais juste rappeler les dispositions du règlement intérieur. Tant que les groupes n'ont pas subi de modifications formelles de la part de leurs membres, la même répartition continue de s'opérer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien, mais je voudrais éclaircir un point, là. Cette désignation, elle est valable à partir, quand elle sera votée, elle sera valable à partir de quand? Au 1er mai. Au 1er mai. Et la commission, les commissions ont prévu de se réunir le 2 mai. Le 2 mai. D'accord. Donc ça veut dire que la composition pourra être revue au moment du renouvellement des commissions ou pas? Oui. Ah. Oui. C'était pour qu'on soit bien clair là-dessus. En fait, au moment du renouvellement du bureau, les commissions, ces deux-là devront également se renouveler. Ouais. Au même titre que les autres. Voilà. Comme ça répond aussi à la question de monsieur Lallier, le cas échéant. Bien. Sur... Monsieur le Président, pardon, j'ai pas posé de question hein, sur ce point-là. Ah bon? C'est sur l'autre que j'ai posé de question. Mais sur ce point-là, j'ai dit simplement que dans la délibération, il faut mentionner que ce sera applicable à partir du 1er mai. La délibération? Pourquoi à partir du 1er mai? Ah, c'était la date d'application du règlement intérieur? Bon, mais ça va de soi, que c'était prévu dans le règlement intérieur. Je vois pas comment on peut faire autrement. Oui, d'accord. D'accord. Ça va de soi. Hein. Bon. Donc, sur les membres de la commission des droits de la femme et de la famille qui vous ont été présentés et corrigés, y a-t-il des désaccords? Pas de désaccord. Le Congrès les a désignés. Membres de la commission des relations extérieures. Alors, les membres sont les suivants: Pierre Breténier, Rousmaï Nissan Mohamed, Pascal Vittori, Simon Louécotte, le député Philippe Gomez, Philippe Michel, Léonard Sam, Rocco Mitan, Caroline Machoro-Régnier, Ilaïsan Laouvea, Jean-Pierre Jaïoué. Merci. Vous êtes d'accord sur le dépôt de ces candidatures? Bien. Pas d'opposition? Pas d'opposition. Le Congrès les a désignés. Nous arrivons, je crois, à la fin de l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'il était prévu à la fin de la séance du Congrès une réunion du bureau élargie au président de groupe. Donc c'est d'ici, disons, un quart d'heure, 10 minutes, ou même tout de suite, voilà. Donc
dès que la séance est levée, vous êtes invités à aller en salle de commission. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La séance est levée. Monsieur le Président, clôture pas cette session-là, non, on ouvre...